Né en Chine en 1920, dans une famille de lettrés, il est initié enfant à l'art de l'encre, la calligraphie, la poésie et la peinture chinoise. Son talent précoce semble le conduire alors à une grande carrière de peintre traditionnel chinois, un art riche de 20 siècles d'histoire. Mais il découvre la couleur, celle des grands artistes de l'art occidental. Elle va changer sa destinée. À 35 ans, peintre reconnu dans son pays, il décide de tout abandonner pour se confronter, à Paris, au monde artistique de son époque. Peintre figuratif à son arrivée, il décide d'emprunter une nouvelle voie, celle de l'abstraction. Elle va lui permettre de faire corps avec son inspiration profonde, la nature. À ses débuts, on disait de lui qu'il était le peintre Song du XXe siècle. En France, il crée un monde personnel, imaginaire, poétique et musical. Ses œuvres sont des instantanés d'un univers qui semble en perpétuelle évolution. Il passera toute son existence à parfaire son geste, tout à la fois calligraphe et maître de la peinture à l'huile. De son travail naît une rencontre inédite entre ces deux mondes, comme aucun artiste n'avait pu y parvenir jusqu'ici. 80 années de création, tout à la fois personnelle et universelle, une œuvre reconnue dans le monde entier. Chacune de ces créations porte une signature, comme nulle autre, celle de Zhu Teixun. Je me souviens de son incroyable humilité. C'est ce qui m'a frappée lors de notre première rencontre. J'étais alors une jeune critique, il était déjà au sommet de son art. Zhu Teixun parlait peu de ses œuvres passées. Il insistait plutôt sur les nouvelles voies qu'il voulait emprunter. Perpétuel insatisfait, il semblait animé par une quête très personnelle, qui lui était difficile de formuler. C'était un homme silencieux. L'art était son seul langage. Dans son atelier, tout parlait de lui et de son travail. Des centaines de pinceaux, la musique, des poèmes, des encres sur papier qu'il réalisait entre deux tableaux. À sa mort, Zhu Teixun a laissé une œuvre considérable. Plus de 2500 toiles, calligraphie, lavis et céramique. Depuis, rien n'a bougé. Dans son appartement parisien, sa famille fait de passionnantes découvertes. Je vis dans le passé presque. Bien qu'il ne soit pas là, il est toujours près de moi. Chaque fois quand il va rentrer en Chine, il a acheté plein de pinceaux. Et ça, c'est la dernière œuvre inachevée. Voilà, ça c'est 8 dessins de 1971. Là, c'est 80, 82, 83. J'ai tout noté, hein. De l'année. Il n'y a que moi qui savent ça. Il faut que je fasse ça correctement, bien en ordre, pour plus tard, les enfants qui sachent. Pour la prochaine génération. C'est le premier Chinois d'origine qui est entré dans l'académie. Il était très heureux.
C'est la première fois qu'on a pris ensemble. Sentimentalement, c'est très important. Ouais. Ça, c'est sur le bateau, oui. C'est une coïncidence. Lui, il prend une année pour aller en France, à Paris. On se retrouve par hasard sur le même bateau. Le voyage a duré 1 mois. Et on a fait beaucoup d'escales. Il est important pour lui d'aller en France. C'est son rêve de jeunesse, aller à Paris pour voir toutes ces œuvres de grands maîtres. Je suis venue à Paris au printemps 1955 pour y trouver une réponse à une inspiration profonde. Je devais y découvrir ma propre voix. C'est sur ces mots que Chu Te-chun débute son discours d'intronisation à l'Académie, 40 ans plus tard. Il était en Chine un artiste reconnu, un professeur estimé et un modèle pour la jeune génération. À Paris, il repart à zéro et doit se faire un nom. Il ne parle pas un mot de français, ne connaît personne, ignore comment fonctionne le monde de l'art. Il est venu pour 1 an, l'histoire va prendre une autre tournure. Il s'installe rue Laumont, dans une petite chambre d'un hôtel très modeste. Qu'importe ses conditions de vie difficiles, il a des rêves plein la tête. Et le désir de découvrir Paris, ses musées et leurs fabuleuses collections. Et il a posé ses valises là-bas. Tout de suite, on a couru au Louvre. Il est tellement heureux de revoir tous ces tableaux en vrai. Il arrive à Paris et enfin, il découvre de ses yeux les peintures qu'il n'avait jamais vues. Il a soif de découvrir tous les musées, donc il va de musée en musée, il passe ses journées au Louvre, il va au musée Rodin. Quand il a vu au Jeu de Paume toutes ces séries de peintures de Cézanne, ça l'a impressionné encore plus. Ils ont au Jeu de Paume les Cézanne, les Gauguin, tous ces peintres qu'il admire, Matisse, Picasso, etc. C'est quand même des peintres qu'il a déjà étudiés, en fait, même les peintres anciens. Donc ce qu'il dit d'extraordinaire, c'est qu'il les a tous reconnus, en fait, sans pouvoir lire les noms, les cartels. De loin, il sait de qui il s'agit, il les reconnaît. Il se rend compte que la réalité est encore plus belle que ce qu'il en avait vu, voilà, qu'il les découvre seulement maintenant. Il arrive à Paris, il suit un peu le chemin des artistes parisiens. Il va à la Grande Chaumière, qui est le lieu emblématique des artistes de cette époque. Et là, il va suivre des cours de modèles vivants. On sait que pendant sa période à Taïwan, c'était quelque chose de compliqué.
de trouver des modèles vivants pour travailler sur le nu. Et donc c'est quelque chose qui va à nouveau intéresser Zhu Detun de pouvoir avoir cet accès, cette facilité pour reprendre ce travail. Il le fait volontiers à la Grande Chaumière. Et on peut noter qu'il y a comme ça, avec une série de nus qui petit à petit vont se fondre dans un crépuscule, eh bien, il y a aussi, à travers ce sujet, quelque chose de très intéressant, de beau et de très clair, je pense, qui permet de comprendre le passage vers l'abstraction de Zhu Detun. Il essaye de s'intégrer à la scène artistique parisienne. Le moyen de s'y intégrer, c'est de présenter ses œuvres dans des salons. Il présente un portrait de Thérèse et là, il gagne un prix, ce qui est très encourageant pour lui. Mais malgré tout, à cette époque-là, il est en pleine transition entre le figuratif et l'abstrait. C'est-à-dire qu'à la fois, il fait le portrait de Thérèse et à côté, dans sa chambre, il fait des peintures abstraites. Et il est un peu dans ce questionnement. Bon, moi, je suis récompensé pour la figuration, mais en fait, mes aspirations vont vers l'abstraction. Oui, c'est ça, c'est une de ses chambres. Quand elle arrive à Paris, dans une chambre d'hôtel qu'il loue au mois, qui est très petite d'après les photos, on voit bien que la chambre doit faire même pas 7-8 mètres carrés. Et une chambre tout en long, au bout duquel il y a une fenêtre, où il a le premier rapport avec la ville, où il voit ces pignons d'immeubles en pierre ou en brique d'ailleurs. Et ça l'inspire à faire certains tableaux de paysages urbains. Et c'est le début du premier contact qu'il a avec Paris en peignant ces paysages urbains, ces arbres en hiver. Il faut se rendre compte que tout le décor, toute l'ambiance, ça nous paraît familier, mais pour quelqu'un qui vient de Chine, tout est complètement nouveau. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Il est allé à Odéon, par là, à tomber de nuit. Il a fait des paysages en crayon, quelques traits, et puis il entre dans sa chambre et il repeint le paysage dans son esprit. Il voulait aller au-delà de ce que la figuration pouvait permettre, et c'est là où il s'est mis en recherche d'une inspiration, d'une démarche qui puisse l'amener à aller au-delà de la forme. En 1956, il a vu l'exposition de Nicolas de Staël. Il trouve là, il y a de liberté. Là, il a vraiment un choc en visitant cette exposition. Il comprend mieux ce qu'il recherche lui-même, en fait. Il le dit lui-même, ça commençait à le peser, justement, le figuratif, à être un carcan. Donc il cherche, c'est des années où il recherche à comment s'en défaire et à se libérer de ça. Et c'est pour ça que Nicolas de Staël est important, parce que ça lui donne une piste. Il arrive à Paris avec des rêves, finalement, avec des envies pour lesquelles il n'a jamais réussi à les exprimer dans ses tableaux parce qu'il a manqué un petit déclic. Et finalement, il découvre Nicolas de Staël qui exprime aussi le paysage de manière abstraite. Et il se dit, bah oui, mais évidemment, c'est ça la liberté que je cherchais pour aller plus loin dans ma création. C'est un tournant. Zhu Detun vient de trouver sa voie, celle de la liberté.
Alors même qu'il se fait remarquer pour ses œuvres figuratives, le peintre fait le pari de l'abstraction. Dans sa petite chambre d'hôtel, il se jette à corps perdu dans cette nouvelle voie, pleine d'incertitudes. Ça a été un moment délicat parce qu'il avait fait des économies, mais pour 1 an. Il a réussi à faire durer cet argent pendant 3 ans au lieu d'1. Clairement, en se privant, en mangeant peu, en fabriquant lui-même ses châssis et ses toiles, parce qu'il ne voulait pas quitter Paris à ce moment-là, parce que c'était trop important. Au début, il ne vend pas du tout. Il ne sait même pas comment vendre le tableau. Grâce à ses conseils d'amis, il se présente dans les galeries et il arrive à décrocher une exposition à la galerie du Haut-Pavé, où il ne présente que des œuvres abstraites. Lors de cette exposition, Maurice Pagné, qui est le directeur artistique de la galerie Legendre, assiste à l'exposition. Et il va aller dans sa petite chambre voir toutes ses toiles et lui proposer un contrat pour 6 ans d'exclusivité avec la galerie, ce qui lui permet en plus donc un revenu régulier et en fait ce qui lui permet tout court de rester en France et de vivre de son art. Grâce au contrat qu'il a avec la galerie Legendre, il peut s'installer avec Thérèse dans un appartement à Ménilmontant et fonder une famille, puisque Irois naît en 1961. Chaque mois, il touche un fixe et il peut consacrer dans son travail. Chu Te-chun compte parmi les artistes qu'on regarde, qui intriguent, qu'on attend de voir éclore. Dans son salon de Ménilmontant s'ouvre une période de tâtonnement. Il renoue avec la pratique de la calligraphie et ses œuvres en sont profondément influencées. La calligraphie injecte beaucoup de vigueur dans la peinture, beaucoup de rigueur également. Chacun peut y exprimer sa personnalité, dira-t-il plus tard. Comme dans l'art chinois, ses formats sont tout en longueur et la nature est désormais son seul sujet. Plus il se sentait éloigné de chez lui et plus finalement il avait envie de retrouver ses racines chinoises, je crois. C'est-à-dire qu'en expérimentant, en revenant à la calligraphie, il revenait vraiment à la tradition de sa culture, vraiment à son éducation, à son enfance et à tout ce qu'il avait connu quand il était en Chine. Finalement, il n'avait pas besoin d'être confronté au paysage pour dessiner le paysage, en fait. C'était vraiment son imaginaire, c'était vraiment ce qu'il avait nourri au fil de ses voyages, au fil de son enfance, au fil de son éducation. C'était tout ça qui ressortait dans ses tableaux, en fait. Dans la solitude de son atelier, Chu Te-chun retrouve les sensations de sa jeunesse et donne libre cours aux émotions de la mémoire. Sa peinture s'intériorise, dit le critique Daniel Molinari. Libéré des contraintes du visible et de l'image, il puise dans sa mémoire et procède dans le huis clos de son atelier à une alchimie entre le passé et le présent, le réel et l'imaginaire, la forme et la non-forme. Je pense que dans cette nouvelle voie, il voit toutes les aspirations du peintre traditionnel chinois, c'est-à-dire d'aller vers la symbiose entre l'homme et le paysage. Quand on étudie la calligraphie, c'est à la fois la poésie, la philosophie. Et je dirais que dans ce passage à l'abstraction, on est vraiment dans la tradition de la peinture chinoise où on va chercher une harmonie entre l'homme et la nature. Chu Te-chun, artiste exilé,
se nourrit à cette période de ses souvenirs, des images, des émotions, de son existence passée en Chine. Dans nos discussions revient souvent son village natal. C'est là qu'est née très jeune sa vocation. Ses souvenirs d'enfance, c'était vraiment la confrontation à la nature, la montagne, la rivière dans laquelle il se baignait, les champs qu'il traversait pour aller à l'école. Donc c'était vraiment quelqu'un qui était imprégné de la nature. Son pays natal, Baitozhen, un village entouré de montagnes. Il y a des rivières, c'est verdoyant. Il était heureux de passer cette enfance là-bas. Son père et son grand-père étaient médecins, bien établis dans son village, et ils étaient collectionneurs d'art. Je pense que son père a eu un rôle très important dans son éducation. Il a tenu absolument à ce que ses enfants soient cultivés et qu'ils apprennent la calligraphie et qu'ils soient initiés à l'art. Son père lui montre les peintures de la collection familiale. Des œuvres de Dong Chichang, de Xu Ying, de Chen Hongshu et bien d'autres. C'est ainsi que mon père plantait les graines de ma passion pour la peinture, racontait-il. Dès l'âge de 5 ans, il apprend par cœur des textes et poèmes chinois. Il copie, au pinceau, les calligraphies des grands maîtres anciens de la dynastie Tang. Mais c'est une œuvre de Wang Sijie, en écriture cursive, plus fluide et plus libre, qui fera naître sa passion pour l'art de la calligraphie. Il a appris la calligraphie de façon traditionnelle, donc en recopiant les grands maîtres. C'est comme ça qu'on enseignait aux enfants aussi, c'est-à-dire qu'il fallait essayer d'imiter les grands calligraphes anciens. Son père avait aussi remarqué qu'il était doué. C'était pas juste quelque chose qui l'intéressait. Il avait clairement du talent pour ça très jeune et son père l'avait remarqué. C'est pour ça qu'il a considéré que c'était une voie possible pour lui. De son enfance, il se souvient de l'appel de la nature, de ses instants de liberté, des balades en forêt, de son amour pour la montagne, des baignades les après-midi dans la rivière voisine. De cette nature inspirante naît une passion pour l'art. Il est adolescent quand naît sa vocation. À 15 ans, il prend sa décision, il sera peintre. Ça à trier. Ah mais ça c'est ton père qui a écrit à ta mère. Ah oui, oui, oui. Ah oui, quand elle était au Texas. Ah, quand elle était aux États-Unis? Ouais. Tout ça apparemment c'est un paquet. Ah bah ça aussi. Ça avec le petit rouge c'est plutôt des. Oui, Des correspondant. Allemands, non? Et ça c'est
Ah bah, c'est le retour de la réponse de ma mère. Ah, génial. Il y a beaucoup de tri à faire, hein, c'est clair. Je pense qu'il y a plein de choses qui ont été reçues, lues une fois, puis après elles ont été rangées. La grande étape, c'est quand mon père nous a quittés. J'ai pris conscience qu'il n'était plus là pour nous raconter l'histoire. Donc il restait ma mère et les archives. Donc la seule qui pouvait nous éclairer sur les archives, donc c'est ma mère. Donc là, il y a une certaine, pas une course après la montre, parce que tout va bien, mais qu'il fallait profiter que ma mère soit encore là pour justement avoir un éclairage sur les événements passés. Ah oui. C'est excellent. 我们发现在那个信里面一个书法， tu sais qui c'est 朱志学是他的侄子。 Il s'agit de son neveu. Ça, c'est le caractère, c'est le caractère de la famille. Oui, c'est son neveu, oui. Il faudrait qu'on trie en fait tous ses amis, tous les lettres de ses amis. Oui. Trie tous, Oui. toutes. Il y a beaucoup de lettres Wu Guanzhong. C'est ça, c'est bien une lettre de Wu Guanzhong. Wu Guanzhong, C'est ça, ouais. 进来好吗？ Comment vas-tu? 女人说10月。 Un voyage à Canton était prévu initialement avec Ferro. 最后来，去广东。J'étais très entend très bien, comme des frères. Ouais. C'est une amitié qui date de 1935, donc, et ils sont restés amis toute leur vie. Et c'est également un très grand peintre, mais en Chine en fait. Lui, il est resté en Chine, alors que Shu est venu en France. C'est Wu Guanzhong. Oui, c'est Wu. Il y a plein de choses qu'on découvre au fil du temps et au fur et à mesure, parce que je dirais ça appartient aussi à l'histoire de son père, de ma belle-mère, et maintenant je dirais c'est à notre tour aussi de s'approprier cette histoire pour pouvoir la transmettre, la faire vivre. Oh là là. C'est quoi ? Ça, c'est du courrier. Mais ça, c'est quoi ? Qui est resté là. Mais ça, c'est ma mère, je C'est ta pense. mère, ouais. Ouais. C'est l'écriture de ta mère, ça. Oui. C'est drôle. C'est quoi, c'est un bruit ? C'est une partie de ma mission que mon père m'a donnée. Vers la fin de sa vie, il m'a demandé de m'occuper en premier de ma mère, bien sûr, et aussi du travail qu'il a fourni toute sa vie, pour ensuite continuer à faire vivre son œuvre. Pour mieux comprendre tout ce qu'il a influencé, il m'est paru très important d'aller en Chine. C'est à cet endroit que la carrière de Zhu Tezhong commence vraiment. À Hongshou, que les Chinois surnomment le paradis sur Terre. C'est là que se trouvait déjà le conservatoire des beaux-arts le plus novateur de Chine. Il passe le concours d'entrée, il le réussit avec brio. Il n'est âgé que de 15 ans. Donc à 15 ans, il part finalement à l'école de Hangzhou. Donc là, il quitte sa famille et il découvre quelque chose qu'il n'imaginait pas, puisque finalement, l'école de Hangzhou, c'était une école, je dirais, assez innovante, qui enseignait à la fois la peinture traditionnelle chinoise, mais aussi la peinture occidentale. Puisque les fondateurs de cette école avaient tous étudié à Paris et étaient revenus avec l'idée d'enseigner à leurs élèves la peinture occidentale. Et en plus, c'est une école très sélective, dans laquelle ils rentrent sur concours. Il n'y a que 70 élèves, il n'y a que 7 élèves en peinture, et il s'ouvre à un monde c'est encore une nouvelle découverte, et c'est encore quelque chose qu'il n'imaginait pas en fait. Cette école a été créée en 1928 par le ministre de l'Éducation, M. Tsai Wen-pei. Il a voulu fonder cette école précisément sur les rives du lac de l'Ouest. Ce lieu donne en réalité accès aux 4 berges.
Il se situe au beau milieu du lac de l'Ouest. Les étudiants de l'école allaient étudier dans un environnement avec une atmosphère artistique très forte. À l'époque, l'école disposait aussi d'un département de musique. Il y avait également une grande activité théâtrale. Un théâtre y était construit. L'année où Chu Tae-chun a été admis, on a construit le dernier bâtiment de l'école. Hangzhou est une école finalement expérimentale qui est située dans un paysage inspirant pour les élèves, volontairement. C'est-à-dire qu'elle est située au bord du lac. On a appris que dans cette école, il y avait un zoo pour que les élèves puissent étudier la morphologie. Et en fait, chaque classe avait son propre bateau pour pouvoir aller visiter le lac et s'inspirer du lac. Aux Beaux-Arts, Chu Tae-chun travaille sans relâche. Après les cours, il aime peindre au bord du lac avec son ami Woo Kwon-chong, une amitié qui durera toute une vie. Les deux amis font la connaissance d'un troisième étudiant. Il s'appelle Zhao Wuqi. Trois grands peintres d'une génération qui va éclore grâce à la vision de cet homme, Lin Fengmian, directeur de l'école et artiste novateur. Il introduit l'art moderne dans l'enseignement. Chu Tae-chun m'a dit qu'il a conservé toute sa vie le souvenir de ce qu'il a appris ici. Son professeur d'art occidental, Woo Da-yu, lui a transmis sa passion pour Cézanne. Tandis que son professeur d'art classique, Pan Tian-cho, le formait à la peinture traditionnelle. Entre art chinois et art occidental, Chu Tae-chun entrevoit ce qui sera plus tard son propre chemin. Mais l'histoire terrible de la Chine contemporaine va bientôt le rattraper. Donc en novembre 1937, les Japonais se rapprochant beaucoup, ils sont obligés de quitter un peu en catastrophe Hangzhou avec toute l'école. Donc Lin Fengmian décide du départ avec les professeurs, les élèves, etc. Donc malheureusement, ça n'était pas préparé. Il fuit d'abord au sud et finalement, c'est le début d'un périple qui va durer plusieurs années. Chu Tae-chun est âgé de 17 ans quand la guerre éclate. Elle dure 8 ans, fait près de 20 millions de morts et des millions de déplacés. Son école s'est exilée vers l'intérieur des terres. Ils sont confrontés aux horreurs de la guerre, à la fuite et à l'exode du peuple. Il racontait souvent ces moments. Ils marchent beaucoup, ils prennent aussi des bateaux, des bus, et ils doivent dormir là où ils peuvent, donc finalement dans des temples abandonnés qui peuvent leur servir de salle de classe. Ils arrivent parfois dans des endroits complètement désertés, ils se font parfois attaquer par des brigands. Ils demandent aussi en fait, aux locaux de leur donner à manger parce qu'ils ont rien. Ils sont partis juste avec du matériel pour peindre et leurs livres. Cette expérience va amener à la fois ces jeunes gens à mûrir brutalement au contact de réalités qui sont celles de la guerre, qui sont celles de l'exil, qui sont celles des bombardements, etc.
Et en même temps, il reste dans le cadre de l'école, puisque ce sont les étudiants avec leurs professeurs qui, tous ensemble, se déplacent. Et lui-même, donc, Zhu Detun va comme ça avoir quand même de longues années où il passe du statut d'étudiant à celui de professeur, mais dans un pays qui est complètement à l'état chaotique. Dans une fuite sans fin, dans un quotidien chaque jour plus éprouvant, ces jeunes étudiants trouvent un réconfort dans les paysages qu'ils découvrent et qu'ils saisissent d'un trait de crayon ou d'un coup de pinceau sur leur chemin. La Chine immense et magnifique que Zhu Detun voit pour la première fois restera pour toujours dans sa mémoire. L'école a fait un périple de 3 ans à travers la Chine pendant la guerre sino-japonaise. Et pour lui, je dirais, ça a été une découverte puisqu'il ne connaissait pas ces paysages. Il était venu de son village, il était allé à l'école, mais il n'avait jamais visité la Chine. Ces paysages vont le nourrir pendant toute sa vie, puisqu'on va ressentir dans ces tableaux l'expression de son imaginaire, l'expression de ces paysages. Je pense que ce périple a vraiment été fondateur. Je pense que ça a été son voyage initiatique. C'est ce qui l'a amené à l'œuvre qu'il a réalisée. Dans les années 70, il a la chance, je dirais, de se voir attribuer un atelier de la ville de Paris. Et pour lui, c'est vraiment une chance puisqu'il a à la fois son appartement et un atelier bien plus spacieux que ce qu'il avait vécu avant. C'est l'atelier en haut, l'appartement en bas, les enfants qui montent dans l'atelier, qui vont voir leur père. Et tout ça dans une finalement bonne ambiance, malgré le fait qu'on soit dans un HLM de la ville de Paris. Je dirais qu'il y a quand même une sorte de joie de vivre, on reçoit les amis, on fait des grands dîners à la maison, tout le monde participe à la cuisine. C'est une ambiance quand même assez joyeuse et sereine. On avait une vie simple, mon père ne cherchait pas forcément un luxe qu'il ne pouvait pas avoir ou que lui-même n'imaginait même pas. Il n'était pas du tout mondain, il ne cherchait pas des relations à établir avec telle ou telle personne. Parce que pour lui, l'essentiel, c'était son travail, ses tableaux, son œuvre. Donc il peut consacrer tout le temps nécessaire à la recherche, au travail, et il continue à chercher, à aller plus loin dans cette quête de la perfection. C'est son premier moment où il va pouvoir être assez serein, je dirais, dans sa création. Zhu Detun a définitivement posé les bases de son écriture. Le geste du calligraphe a parfaitement épousé celui du peintre. Les formats s'agrandissent et les perspectives prennent davantage d'ampleur. Dans cette quête de profondeur, d'amplification du mouvement, où de violentes émotions semblent imprimer l'espace, Zhu Detun explore les effets d'ombre et de lumière. À Amsterdam, il a une révélation. Quand il visite une grande rétrospective consacrée à Rembrandt. Il passe des heures
devant les autoportraits du maître du clair-obscur, fasciné par la profondeur et l'intensité de la lumière qui semble jaillir de l'intérieur de ces tableaux. Depuis De Staël, c'est peut-être le plus grand choc qu'il a. Il connaissait déjà un peu Rembrandt, mais il a vraiment une autre révélation là sur la profondeur de cette peinture. Ça l'étonne que des siècles après, les gens soient aussi touchés, et lui soit aussi touché par la profondeur de cette peinture. Et certains disent qu'il y a comme tout d'un coup, à partir de là, dans ces peintures, une lumière, même presque un foyer intérieur qui apparaît. Et ce sera à partir de là, il le dit lui-même, essentiel pour lui la lumière dans ses peintures, nécessaire à la peinture. Transparence, lumière intérieure, puissance des couleurs. Les œuvres de Chu Te-chun traduisent la profondeur de ses émotions, l'infini et le mystère de l'existence. Ces tableaux prennent de l'ampleur, ces triptyques se multiplient. Il est exposé dans toute l'Europe, semble accéder à une nouvelle reconnaissance. Mais la tendance n'est plus à l'art abstrait. Beaucoup d'artistes reviennent au figuratif. Chu Te-chun persiste pourtant dans son travail. Dans les années 70, bien sûr, il a des expositions, mais c'est un peu plus difficile parce que le contexte fait que ce qu'il fait n'est pas ce qu'il y a de plus à la mode dans la peinture moderne, avec le retour du figuratif, les nouveaux réalistes, etc. Lui, bien sûr, continue sur sa voie, donc il est en train d'explorer l'abstraction et ce qui se passe dans le monde extérieur ne l'intéresse pas, en fait. C'est une quête intérieure. Alors les années 70, c'est encore une période où on sent vraiment les prémices, enfin on sent vraiment qu'il a trouvé sa voie en fait. Il sait vers où il veut aller, contrairement aux années 60 où c'est plus une période de recherche, là il sait où il veut aller. Chu Te-chun est invité à rejoindre les nouveaux mouvements figuratifs, mais il refuse. « J'ai fait beaucoup d'efforts pour en sortir », écrit-il. « Je vais continuer mon chemin. » Et son obstination va payer. Le musée du Havre lui consacre une première grande exposition. Les critiques sont dithyrambiques. L'artiste nous offre un merveilleux voyage, un vertige de lumière. De son pays, la Chine, il a retenu cette extraordinaire faculté de transposer la lumière dans ses tableaux. Rembrandt fut le seul Européen à y arriver. Chu Te-chun est l'une des plus grandes figures de l'art contemporain. Quand j'étais élève aux Beaux-Arts, j'allais voir son exposition au Havre. Pour moi, il a joué un rôle très important. C'est tout au début arriver en France. Parce que je suis vraiment perdu. Donc je connais personne, tout ça. Quand Chu Te-chun, c'est un grand peintre. Et moi, je suis 40 ans de différence. Peut-être ça c'est 2 ou 3 générations, tu vois. Que je suis arrivé en France, il m'a accueilli chez lui. Et les bras ouverts. Donc pour moi, ça me touche vraiment énormément. Je pense que c'est un artiste avec beaucoup de générosité vis-à-vis d'une nouvelle génération. Peut-être lui, il est un peu réservé, un peu timide, un peu humble, un peu trop modeste aussi, peut-être. Voilà, donc son travail il construit à une manière pratiquement tout seul. Après la fin de la guerre, l'école des Beaux-Arts, en exode,
s'organise enfin pour retrouver son lieu d'origine. Chu Dechun embarque alors pour une longue traversée du pays, le long du fleuve Yangtze. Il m'a souvent raconté l'histoire de ce périple, 3000 km jalonnés d'étonnantes découvertes. Un épisode à la fois grandiose et désastreux. Grandiose parce que mon père a pu admirer ces paysages majestueux qu'il ne connaissait qu'à travers les œuvres des grands peintres chinois. Il a passé tout le voyage à dessiner et à peindre ce spectacle qui s'offre à lui. C'est aussi un épisode désastreux, parce qu'il embarque sur le bateau avec une grande partie de ses œuvres qu'il avait peintes et dessinées pendant toutes ces années. Aujourd'hui, il n'en reste plus rien. Alors qu'il s'approche de sa destination, Nankin, l'équipage est surpris par une terrible tempête. Comme venu de nulle part, des vents violents manquent de provoquer le naufrage du bateau. Des passagers sont projetés par-dessus bord. Chu Dechun échappe de peu à la noyade. Pendant son exode, il avait peint plus d'une centaine de tableaux et plus de 400 dessins. Quand il arrive à Nankin, il n'a plus rien. Mais il a perdu toutes ses traces, ce qu'il a vécu avant. Chaque fois, il dit c'est pas important puisque j'ai les mains, je peux repeindre. Pour lui, ça n'a aucune importance. Cette idée, après, très philosophique, mais quand on voit un peintre, il faut savoir ses traces. Voilà, ça c'est le premier volume. On se dit, cette fois-ci, il va faire pas de cette erreur et commencer à faire des croquis. Après avoir perdu 2 fois son travail, Chu et Thérèse ont décidé de s'organiser et de constituer une base documentaire de toutes les œuvres et tout ce qui s'est passé autour de l'œuvre de Chu depuis son arrivée en 1955. C'est-à-dire que depuis qu'il est arrivé en 1955, quasiment rien n'est sorti de l'atelier sans soit qu'il en ait réalisé une reproduction. C'était au début quand il est arrivé et que les photos coûtaient trop cher et il reproduisait dans des petits carnets les tableaux qu'il avait réalisés, soit en prenant des photos. Donc aujourd'hui, on a une base documentaire qui est considérable et qui nous permet d'avoir une vision assez globale de tout ce qu'il a peint. Qianchun, espace de jade blanc. C'est souvent ce titre assez abstrait aussi. Maintenant, ces dessins c'est très précieux, comme documenter des choses. Et c'est pas fait pour rien. Village de pluie rouge, maison de nuages blancs. Ah oui, ça c'est
Il va à Taïwan, dans Alishan, c'est la montagne où il a fait beaucoup de peinture. On a retrouvé plein de négatifs non développés qu'on a fait numériser, qu'on va découvrir maintenant parce que ça fait partie des archives qu'on veut constituer. Là, on a reçu 900 photos. Donc on est en pleine découverte. C'est vraiment passionnant, quoi. C'est un peu comme Sherlock Holmes. Je pense que disons, ils sont beaux ces tableaux là aussi. Ouais, très beau. Hein. Ouais, c'est encore des gouaches. Ah, des gouaches, celui-là. Celle-là, elle était petite. Ouais. C'est des photos de tableaux qu'il a peints pour lesquels maintenant on ne sait pas du tout où elles sont. Celui-là, celui-là et là. C'est l'année 60. On a fait des découvertes en fouillant dans les archives. On a retrouvé des clichés, des photos, des tableaux qu'il a peints lorsqu'il était à Taïwan. Ça donne un éclairage sur sa manière de peindre et ce qu'il faisait et sa patte lorsqu'il était encore figuratif. Après la guerre, Chu Te-chun s'installe à Nankin, où il a obtenu un poste de professeur de dessin à l'université. L'artiste a perdu toutes ses œuvres, mais il va de l'avant. Il peint sans relâche. Cézanne est l'une de ses grandes sources d'inspiration. C'est alors un peintre figuratif reconnu dans son pays. À Nankin, il retrouve son grand ami, Wu Guangchong, qui vient d'obtenir une bourse pour partir pour Paris. Ils partagent le même rêve, celui de se confronter au milieu artistique européen. Mais Chu Te-chun vient de se marier avec sa première épouse et il est l'heureux papa d'une petite fille, Kate. Mon nom est Tsu Kai-di, Kate Chu. Mon père m'a donné ce prénom en hommage à deux grands artistes, Picasso et Matisse, d'où mon nom, Tsu Kai-di. Il me semble que mes parents sont d'abord allés à Taïwan. Mon père devait partir pour la France, mais pour la famille, on s'est d'abord installé à Taïwan. Ma mère voulait qu'il réalise son rêve. Elle l'a donc encouragé à partir. Je pense qu'il souhaitait aller en France parce qu'il voulait ouvrir ses yeux sur le monde, découvrir d'autres pays, particulièrement en Europe, plus artistique qu'ailleurs. C'est pour cela qu'il souhaitait partir. Donc en 1954, il fait une grande exposition qui évidemment est pour montrer sa peinture, mais aussi pour réunir de l'argent pour partir. Parce qu'il y pense depuis longtemps, qu'il ne va pas avoir de bourse comme certains de ses amis en ont eu pour partir. Et donc il réunit lui-même, en vendant toutes ses toiles, en 1954, de l'argent pour non seulement prendre le bateau, mais vivre au moins un an à Paris. Un des rares témoignages de ce moment-là, c'est à l'entrée de l'exposition où ma sœur pose devant le panneau qui explique que c'est l'exposition de mon père. Ça, c'est un moment assez émouvant. Avant qu'il parte, nous avons tous, même mes cousins, fait une photo de famille. Je me souviendrai toujours de ce jour. We were in the you can stop. I was not
very happy. Vous pouvez voir que je n'étais pas vraiment joyeuse. C'était très dur. Il m'a serré fort dans ses bras. Il m'a dit au revoir et qu'on allait vite se retrouver tous les deux. C'est tout ce dont je me souviens. Il partait pour 2 ou 3 ans, tout au plus. Mais il n'est jamais revenu. J'ai revu mon père 28 ans plus tard. Les années 80 sont un tournant dans la vie de Chu Te-chun, qui retrouve sa fille. Et à cette même époque, la Chine ouvre ses frontières. À 65 ans, après plus de 30 ans en Europe, il retourne dans son pays. Il peut enfin revoir son frère et ses amis. L'ouverture est là et des artistes de qui il a été séparé pendant de nombreuses années, comme son maître Ling Fangmian, ont la possibilité de revenir en France, d'exposer à Paris. Ça, c'est quelque chose évidemment qui change tout. Les artistes chinois peuvent à nouveau voyager avec facilité et on peut imaginer la richesse évidemment de ces échanges. Et ces riches échanges, ils ont aussi lieu, bien sûr, quand les artistes actifs en France, quand Zhu Detun a la possibilité de retourner en Chine. C'était une bonne nouvelle parce qu'il pouvait renouer des liens. Et aussi, je pense, il devait se poser beaucoup de questions sur comment c'est maintenant. Ça a dû être un moment vraiment extrêmement émouvant pour lui, puisque finalement, ça fait plus de 30 ans qu'il n'est pas retourné dans son pays natal. Et il décide non seulement de retourner parce qu'il est invité par l'Union des artistes, mais il décide aussi d'aller faire un périple et d'emmener des amis pour leur montrer en fait la Chine des paysages, la Chine qui l'inspire en fait. Il a vu la grandeur de la Chine. Ça l'a encore inspiré encore plus. Toute cette période où le contact est de nouveau établi avec la Chine et où il retrouve les gens et la culture va évidemment l'influencer, être presque visible sur les œuvres qui vont suivre, à la fois parce qu'il retrouve les grands paysages chinois. Et à ce moment-là, d'ailleurs, Chu fait de plus en plus des formats de plus en plus grands. Sur la technique aussi, il revoit des peintures chinoises. Quand il va à Taipei, il a le droit d'aller dans les réserves du Palace Museum où il voit des monuments de la peinture, des peintres qu'il admire, des Song et des calligraphies aussi d'ailleurs extrêmement célèbres. Et donc il retrouve aussi l'essence de cet art du pinceau qui se voit davantage justement l'art le pinceau avec des points, des traits dans les peintures qui naissent de ces retrouvailles. Il y a un changement dans ces tableaux. Il a vraiment gagné en profondeur, en couleur. Les tableaux des années 70 sont assez sombres. Les années 80 sont des couleurs très vives. C'est vraiment le moment où il arrive à faire un lien étroit entre à la fois sa culture chinoise et sa culture française, les deux étant très importantes pour lui et l'une ne pouvant être
séparé de l'autre en fait. C'est vraiment toute la tradition de sa culture chinoise et en même temps tout l'apport de sa culture occidentale. En Chine, plusieurs grandes expositions lui sont consacrées. Le public, la critique et ses anciens amis des beaux-arts lui réservent un excellent accueil. Ces expositions sont un succès. Il est enfin reconnu dans son pays d'origine. Pour Zhu Dechun, c'est un accomplissement. Je pense que c'était très important pour lui d'avoir cette reconnaissance de son pays, de sa culture. D'autant plus que même son ami Hu Guangzhong disait que sa peinture était chinoise. Et donc c'est un peu aussi la reconnaissance de ses pairs. Après tout, il a été formé là-bas et c'est vrai que c'est un public qu'il voulait atteindre, évidemment. Ça n'a pas été possible pendant des années, mais c'est probablement quelque chose qu'il n'avait jamais perdu de vue. Ouais. Dechun aime beaucoup la nature et souvent les saisons changent. Il est très sensible à ça. Et puis l'automne aussi, ça est très sensible, les couleurs d'automne. Il est flamboyant, tous ces tons rouges. En même temps, très retenu. Ces saisons violence, mais contrôlée, à la fois raffinée et poétique. Et l'émotion qu'il a capturée. Et après, il s'exprime dans cette peinture. Oui. Non, les cheveux, la coupe, les fossettes, enfin tout, hein, c'est bien, le nez. Même les creux là. Ouais. C'est bien. Ah, ouais. Celle-ci est une version plus libre. On est beaucoup moins dans l'hyperréalisme. Wow. Là, la posture, elle est bien aussi. Ça lui ressemble beaucoup. Chacune a une expression très particulière et on le reconnaît. Ouais. Le tableau, il est immense. C'était dans l'atelier, là. Ce tableau, il est immense. C'était ici. Ici. Hein ouais. Voilà, il avait sa palette ici, là. La palette, elle était à peu près là. Et puis il y avait les tableaux tout autour, là. Et là, on a une photo. Ça, c'est où? Non, ça, c'est ici, là? Oui, ici. C'est dehors? Oui, c'est moi qui ai pris la photo. Et vous vous rappelez, il y avait souvent du plastique par terre pour protéger le sol. Oui, les grandes bâches, là. Ouais. En plastique. Bah oui, c'était l'occasion de faire un tas de fêtes, d'événements, les 80 ans de maman, les anniversaires. Donc on en a tous profité un peu. Mais ce qui est génial, c'est que maintenant, c'est repris par un artiste qui continue l'histoire. C'est ça qui est génial. C'est pas toute la famille, hein, c'est juste l'atelier. Ouais.
Vitry va lui donner l'occasion de réaliser ses grands tableaux, puisqu'il a un atelier de 200 mètres carrés. L'atelier est toujours juste à côté de la maison, donc ce qui lui permet d'aller travailler dans son atelier tous les matins, de mettre sa musique classique, et de se plonger dans la création de ses tableaux. Donc c'est un moment où il est vraiment, je pense, heureux de pouvoir s'exprimer en grand, se libérer des contraintes de taille, des contraintes plus matérielles aussi, puisqu'il arrive à vivre confortablement de son œuvre, et de se consacrer uniquement à ce qu'il a envie de faire. Il est difficile de sortir de son atelier parce qu'il est tellement absorbé dans son travail. Et il est heureux dedans. C'est quelqu'un d'extrêmement perfectionniste. Il ne se satisfaisait jamais du minimum, il allait toujours au bout de ce qu'il voulait faire. Il ne laissait jamais partir quelque chose de son atelier qui ne lui convenait pas. Il est très sévère vers lui-même en travaillant. Il voulait toujours mieux, toujours montrer le meilleur de lui-même. Quand on regarde ces grands tableaux, on voit que chaque centimètre carré est travaillé, qu'à un moment, il y a un minuscule trait qui apporte à la composition du tableau, qui n'est pas fait gratuitement, mais parce qu'il maîtrise parfaitement ce qu'il a envie de faire, parfaitement son langage, qui va jusqu'au bout des choses. On dirait qu'il fait la compétition avec le temps. Il ne laisse pas le temps passer. Il doit travailler contre le temps. Souvent, il dit, je m'exprime tout sur la toile. Qu'est-ce que tu peux me demander en plus? Vitry, effectivement, est un moment qui lui a permis de s'épanouir encore plus. Et cette liberté qui l'a motivé toute sa vie, il a pu vraiment l'exprimer à travers le nouvel atelier, le nouvel espace, où il a pu peindre des tableaux de grande taille et aussi revenir à la calligraphie et au lavis. Et là, l'outil lui a permis de pouvoir diversifier sa palette. Il n'a pas voulu faire copier complètement la peinture chinoise, mais il voulait capturer l'esprit de la peinture chinoise. La peinture chinoise, c'est trois choses ensemble. C'est la poésie, peinture et calligraphie. Et surtout, dans la calligraphie, le style qu'il a pratiqué, c'est le cursif, dans lequel il y a beaucoup de points communs que la peinture abstraite. On dit en Chine que le style cursif est celui qui laisse le plus de place à la créativité et à la personnalité de son auteur. Dans l'ombre de son atelier, Zhu Dechun retranscrit des poèmes anciens. Mais ce n'est que tardivement qu'il se décide à exposer son travail. C'est une révélation. Les experts qui découvrent ses œuvres sont subjugués par la profondeur de l'encre, le rythme des caractères, les respirations et la composition admirable de la page. C'est le style d'un maître.
Et surtout, il aime beaucoup les poèmes. Il trouve la peinture avec dans la poésie. C'est presque inséparable, quelque chose d'indéfinissable. C'est ça qui le fascine. Pleine lune. Depuis quand et pour combien de temps parais-tu? Verre en main, j'interroge ainsi le ciel obscur. Ignorant où se trouvent les portes du palais céleste, ni en quelle année cette nuit se déroule. J'aimerais tant, emporté par le vent tourbillonnant, m'y rendre. Mais craignant d'être seule, dans les vertigineuses salles de rubis et de jade, ainsi exposée et figée par le froid, je me mets alors à danser, jouant avec mon ombre. Ah, comme je m'éloigne de la vie du commun des mortels. Il a fait exposition à Genève. C'est en janvier, il y a tempête de neige. Il dit, oh, quelle merveille! Il est vraiment un choc, un instant très bref. Ça l'a impressionné. Et c'est devenu éternel. Pourtant, c'est une image de passage. Lorsque nous avons invité M. Zhu Teichun à créer cette œuvre, nous avons senti qu'une telle œuvre abstraite avait toute sa place au sein de cette scène artistique, au sein de l'Opéra de Shanghai. Comme vous pouvez le voir, ce tableau représente une scène pleine de vitalité et aux couleurs chatoyantes. Cette vue symbolise également un renouveau de la culture à Shanghai et en Chine. Ce concept a d'ailleurs été reconnu par tout le public de Shanghai à l'époque. À nos yeux, cette œuvre représente une ode de l'artiste à sa patrie. De ce point de vue, cette œuvre est très importante pour nous. C'est le trésor le plus précieux de l'Opéra de Shanghai. Le tableau de l'Opéra de Shanghai est bien sûr un moment important dans sa carrière parce que c'est la première fois d'abord qu'il fait un tableau aussi grand dans lequel il peut associer à la fois toute sa technicité, toute sa poésie et toute sa musicalité puisque le tableau s'appelle Symphonie festive. Il a bien sûr été réalisé pour l'opéra, mais aussi ça montre qu'en fait il y avait vraiment un lien pour Chou entre la poésie, la musique, la peinture. C'était vraiment quelque chose de complet.
Partant de la genèse de l'art, il a saisi la quintessence de la culture chinoise et de la culture occidentale, ainsi que l'essence même de la création dans les deux cultures. Maîtrisant de nombreuses techniques, il a su trouver un style très personnel. Ainsi, à travers ses œuvres, on distingue ses connaissances culturelles et artistiques profondes et son langage pictural unique. Une œuvre si monumentale est une prouesse pour un artiste qui, jusqu'ici, pratiquait des formats plus modestes. Disposée à l'entrée de l'Opéra de Shanghai, elle lui offre une assurance supplémentaire. L'artiste semble y trouver un nouvel élan. Dans les années 2000, chaque nouvelle toile est un chef-d'œuvre. Malgré son âge avancé, Chu Te-chun se lance de nouveaux défis et ose de nouveaux supports pour sa peinture. Ses mains sont usées par le temps, mais son geste reste infaillible. Les céramiques sur lesquelles il travaille sont aujourd'hui exposées dans les plus grands musées. L'écriture particulière de Chu Te-chun sur la porcelaine, eh bien mon Dieu, elle se lit parfaitement bien dans la longue histoire de la porcelaine chinoise. Poser du bleu de cobalt sur de la porcelaine, ça suppose qu'on ne puisse pas revenir sur son trait. Il n'y a pas de possibilité de correction. Donc en fait, il se retrouve travaillant sur la porcelaine exactement dans la situation qui est la sienne quand il travaille sur papier. Il n'y a aucun repentir possible. Il ne peut pas revenir sur son geste. C'est pourquoi je trouve en fait que ces porcelaines traduisent assez idéalement la gestuelle et l'énergie de Chu Te-chun. Depuis ses débuts, Chu Te-chun ambitionnait d'atteindre une double maîtrise technique, celle de la peinture occidentale et celle de l'art chinois. À la fin de sa vie, c'est chose faite. Le champ des possibles semble infini. On voit très bien dans ce tableau qu'il utilise à la fois la technique traditionnelle de la peinture chinoise, avec des dilutions, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de transparence dans ces tableaux, et en même temps il utilise la technique de la peinture à l'huile avec des taches qui sont extrêmement précises et très denses en couleurs. Quand on voit ce tableau, on a vraiment l'impression, presque d'une image 3D, on a l'impression que ce tableau est en relief. Donc les fonds bleus, on voit vraiment cet effet de transparence, on a l'impression de volume, alors que finalement le tableau est totalement plat. En fait, dans les années 2000, il maîtrise tellement sa technique qu'il est complètement libre de laisser cours à son imagination, à sa création. Et là, ces tableaux sont grandioses, sont magistraux. On voit bien dans la dernière période une joie, un enthousiasme, alors qu'il est déjà âgé, mais sans doute comme s'il avait trouvé quelque chose, sa langue, ou en tout cas quelque chose qui le rendait joyeux de peindre et impatient de produire, puisqu'il a beaucoup produit jusqu'à la fin. C'est vrai qu'il y a quelque chose qui transparaît de ces toiles aux couleurs plus éclatantes, plus joyeuses. Je crois que c'est François Cheng qui disait un peintre de la joie. Dans la dernière partie de sa vie, cet éternel insatisfait a fini par atteindre sa quête. Son geste admirable s'est révélé être celui d'un créateur d'une œuvre singulière, poétique et infiniment cosmique. Chu Te-chun excelle à infuser à ses tracés une âme et un esprit vivant, comme si une profusion de vie avait pris racine dans le sol fertile de ses peintures. Mes efforts pour parler de sa peinture font sourire Chu Te-chun. Il me répond « Regarder la peinture, c'est comme écouter la musique. » Il nous faut tôt ou tard, comme le peintre lui-même, écarter les pensées conscientes, permettre à la sensibilité et à l'intuition d'ouvrir les voies qui pénètrent au cœur même de son art et nous y perdre.